Bonjour à toutes et bienvenue sur le podcast Dit is Clueless, l'asso étudiante militant pour une meilleure représentation des neurodivergences à l'écran. Moi c'est Kim, la vice-présidente de l'asso. Et moi c'est Jasmine, la présidente de l'asso et cofondatrice de l'asso avec Kim. Et aujourd'hui, on commence une série qui nous tient tout particulièrement à cœur, sur les figures de l'horreur. En effet, les personnes handicapées, que ce soit mentales ou physiques, ont toujours existé et ont toujours été représentées dans les histoires. Mais de quelle manière ? Pour introduire cette série, on va commencer en parlant de notre lien personnel avec les figures de l'horreur. Jasmine. Les figures de l'horreur, en général, c'est souvent des figures marginalisées. Donc forcément, en tant que personne neurodivergente, on va tout de suite aimer ce genre de figure, ce genre de représentation qui diffère de la norme. Et donc dans cette série, on va vous parler de plein de personnages de l'horreur, mais pas forcément que des personnages horrifiques. Ça peut être aussi des personnages fantastiques. Donc sans vous spoiler, mais quand même pour vous donner des exemples, il y aura des vampires, des loups-garous, des sirènes, etc. Depuis toute petite, j'ai toujours adoré les histoires un peu bizarres, un peu étranges. Déjà, quand j'étais en primaire, à chaque fois que je devais emprunter un livre à la bibliothèque, c'était toujours des chairs de poule. Donc forcément, dans les vides-greniers, j'en achetais plein aussi. J'ai toute une collection. Et au fur et à mesure, ça s'est aussi traduit dans ma culture cinématographique. Et donc dès le collège, je commençais à regarder des films d'horreur comme toute adolescente. Sauf que cette période ne m'a jamais quittée et me poursuit toujours. Et ce sera toujours comme ça jusqu'à la fin de mes jours. Personnellement, mon lien avec l'horreur et cette culture-là n'était pas forcément cinématographique de base. Moi, j'ai beaucoup aimé les figures de l'horreur un peu précédentes dans la littérature. J'ai adoré Frankenstein, c'est un de mes romans préférés. Dracula aussi, j'ai vraiment une obsession avec ce livre. D'où ma critique très négative de Nosferatu, qui n'a pas du tout compris ce qui est important pour moi dans Dracula. Peut-être que c'est juste ma vision des choses, mais pour moi, ce qui fait vraiment peur et ce qui a ce côté horrifique dans Dracula et dans la figure du vampire, c'est le fait qu'il soit comme nous, mais pas tout à fait. Et je me suis beaucoup rattachée à ça quand j'ai fait toutes mes recherches sur l'autisme. C'est quelque chose qui revenait beaucoup, la figure du vampire et aussi la figure des aliens, de quelque chose qui nous ressemble, mais qui paraît complètement différent en même temps. C'est vraiment Uncanny Valley pour ceux qui connaissent. Exactement. Et ce terme de Uncanny, c'est vraiment ce que j'adore dans Dracula et ce que Nosferatu 2024 n'a pas du tout fait. Et c'est ça que j'aime dans l'horreur, dans les figures de l'horreur et dans tout ce dont on va parler dans cette série. Maintenant, fini avec les introductions perso de la série, on va parler vraiment du cadre de tout ce dont on va parler, en commençant par la représentation dans l'histoire des personnes handicapées. Et on va commencer par les handicaps physiques, parce que c'est ce qui a été le plus stigmatisé. On fait la séparation entre handicap visible et invisible pour une raison. Il y en a un qui se voit mieux directement. Ça ne veut pas dire qu'il est plus important ou plus ou moins handicapant. Depuis que les gens existent, ils racontent des histoires, et dans ces histoires, ils représentent tous les gens autour d'eux. Les personnes handicapées ont toujours existé, donc dès le début, il y a eu des histoires avec des personnes handicapées, même si aujourd'hui, on ne les voit pas en tant que telles. Par exemple, si on regarde dans la mythologie nordique, des dieux comme Odin sont par définition handicapés, il lui manque un œil, ou des dieux comme Tyr, où il lui manque une main. Et dans tous les panthéons, dans toutes les religions polythéistes, on retrouve ces histoires avec des figures handicapées, que ce soit des dieux, des demi-dieux ou d'autres personnes. Des cyclopes dans la mythologie grecque, Héphaïstos aussi dans la mythologie grecque, qui est né déformé. Donc les personnes handicapées ont toujours eu un rôle à jouer dans les histoires. Par contre, ce rôle était limité à des fonctions très précises. Il y a des articles qui ont été écrits là-dessus, des livres même qui ont été écrits là-dessus, sur quelle était la fonction narrative des personnes handicapées. Ils se concentraient surtout sur l'handicap physique, et il prenait un exemple d'une histoire que je connaissais pas du tout et que j'ai vue récemment dans Fantasia 2000. C'est l'histoire d'un jouet soldat qui est dans une boîte où il y a plein de petits jouets soldats, mais lui, il lui manque une jambe. Et on va suivre un peu son histoire et ce qui se passe. Et en fait, l'handicap est juste utilisé comme élément déclencheur. Mais ensuite, l'handicap sert pas vraiment de fonction, à part se dire on va se concentrer sur cette personne. Ou, autre fonction du handicap dans la narration, dans les histoires, c'est d'être un antagoniste ou un élément très perturbateur. Moi, j'ai étudié tous ces concepts en étudiant Shakespeare, et pour dire que ces exemples ont existé en mythologie, mais aussi à travers la littérature jusqu'au cinéma, aujourd'hui,
Dans le film Titus de 99 avec Anthony Hopkins, qui est adapté de la pièce de Shakespeare, un des personnages principaux se fait couper les 2 mains et enlever la langue. Ouh. Non, Titus, c'est vraiment une pièce qui, pour beaucoup de gens, dont moi, est très fondatrice pour l'horreur et le gore, parce que c'est vraiment sanglant comme pièce. Donc c'est pour ça que je trouve aussi que c'est important ou c'est pertinent de le mentionner dans cet épisode sur les figures de l'horreur, parce que pour moi, Titus est assez fondateur. Et dans le film, quand ce personnage se fait couper les mains, c'est vraiment atroce, c'est un des grands points tragiques de la pièce, et ils lui font des prothèses pour ses mains pour essayer de la rendre complète. Parce qu'en fait, sans ses mains, elle n'est pas une vraie personne. Elle est vraiment genre déshumanisée énormément. Titus aussi. Le film essaye de un peu les rabibocher, de les recompléter, de les reconstruire en tant que personne entière. Et c'est quelque chose qui revient souvent quand on parle de personnes handicapées dans les histoires. C'est ce truc de on essaye de les rabibocher pour les refaire entières. Alors qu'en fait, ce sont des personnes entières, mais elles sont stigmatisées à cause de leur handicap. Tout ça pour dire que les corps déformés incarnent la transgression des normes sociales et corporelles, ce qui suscite la peur. Un corps qui n'est pas valide, et donc, in fine, qui n'est pas normé, il va être effrayant. On n'a pas l'habitude de voir ce genre de corps, et les gens ont tout de suite ce réflexe de se dire « ça fait peur ». Et c'est étonnant, c'est curieux. Historiquement, il y a aussi eu cet aspect de curiosité un petit peu mal placé avec les freak shows. Donc les freak shows, c'est au 19e siècle, c'est un type de spectacle qui va se faire connaître, notamment avec Barnum, pour ceux qui ont vu The Greatest Showman. C'est pas exactement ce qui s'est passé dans la vraie vie, mais bon, c'est un super musical. Et donc les freak shows, ou en français foire aux monstres, partent d'un principe simple, on met en scène des êtres humains et des animaux ayant une particularité corporelle hors de la norme. Leurs corps sont différents, on a par exemple des sœurs siamoises, du nanisme, de l'intersexualité, de la microcéphalie, des membres estropiés, etc. Et je sais pas si vous avez vu La Monstrueuse Parade ou tout simplement Freak Shows de Todd Browning en 1932, mais c'est exactement ça. Après, Todd Browning, franchement, il l'a très bien fait, et c'est un film, quand je l'ai vu, franchement, c'est pas du tout un film validiste, au contraire, c'est très positif, je trouve. Surtout pour l'époque, bon après, le film, il est vraiment tombé dans l'oubli, et on a appris à le revivre, à le redécouvrir. Le redécouvrir, exactement, le revisionner. Et donc moi quand je regarde tous ces slashers un peu des années 70-80, genre Freddy Krueger, Vendredi 13, j'ai l'impression que cette curiosité mal placée des freak shows, des personnes qui allaient voir un petit peu ces monstres, parce que clairement ils étaient juste exploités, ces personnes handicapées, aller les voir c'était juste en fait pour se dire « Ah regardez comment ils sont trop moches, ils sont horribles, Satan, c'est horrible ». Et j'ai l'impression que du coup ça s'est transposé dans le cinéma d'horreur contemporain. En fait, la représentation, elle a jamais cessé, elle s'est juste transformée, elle est devenue subtile. Parce qu'au lieu de littéralement mettre en scène ces corps différents, ces anomalies, entre guillemets, de façon explicite, eh ben là, on va plutôt les montrer de façon implicite, sans jamais les désigner comme tels. Par exemple, si je vous parle de Freddy Krueger, s'il avait vraiment existé dans le début des années 1900, est-ce qu'il aurait été considéré comme un freak avec son visage brûlé et sa prothèse à la main ? Parce que si on regarde Freddy, les griffes de la nuit, et qu'on se détache de tout ce qui est horrifique, de tout ce qui fait peur, et qu'on étudie vraiment le personnage de Freddy, bah en fait, il est juste handicapé, mais c'est pas dit. Il a clairement le visage brûlé, et c'est pas explicitement dit dans le premier, et j'ai pas vu la suite parce qu'il y a beaucoup trop de films, mais pour moi, la raison pour laquelle il a des griffes sur la main, c'est aussi comme une prothèse, parce que sa main, elle est plus très fonctionnelle à mon avis, parce que il a tout simplement été brûlé, et c'est comme ça qu'il est mort. Enfin bref, c'est aussi un fantôme. Mais ce personnage de Wes Craven, il n'est pas le seul à être un antagoniste handicapé. Par exemple, si on pense à un tueur en série, on va tout de suite avoir cette image d'un tueur masqué. Certes, c'est pour cacher sa vraie identité, c'est pour le rendre anonyme, mais souvent dans les films, c'est aussi pour cacher son visage qui est souvent déformé. Si je vous parle de Jason Voorhees, je sais pas du tout comment ça se prononce, Jason Voorhees, le meurtrier du camp Silver Lake dans Vendredi 13, dès le premier film, on sait que c'est un enfant qui a subi des traumatismes dans l'enfance, qui a été battu et aussi qui a subi des moqueries de la part de ses amis parce qu'il avait un visage déformé. Et donc, dès le troisième opus, même dès le deuxième, il a une tête d'oreiller pour cacher sa tête et aller tuer des gens. Et dans le troisième, il a son fameux casque de hockey qu'on lui connaît si bien.
Il y a plein d'exemples comme ça. Il y a Michael Myers aussi dans Halloween qui a un masque. Il y a aussi Leatherface, donc visage de cuir dans Massacre à la tronçonneuse. Et donc lui, c'est carrément plus glauque parce que lui, il va prendre des morceaux de chair de ses victimes pour les coller sur sa tête. Et en fait, ce que je voulais dire, c'est que ces personnages, ils vont toujours essayer de se normaliser eux-mêmes. Et on peut même s'interroger sur l'esthétique de ces masques parce qu'ils sont censés cacher leur visage, parce que leur visage serait trop effrayant. Mais en vrai, les masques, ils font aussi super peur. Quand je pense à Michael Myers, son visage, il est trop bizarre du coup. Parce que c'est une sorte de masque, mais son masque, il va jusqu'au cou. Donc c'est censé être un visage d'homme, sauf qu'il y a juste des trous pour les yeux. La peau, elle est toute blanche, mais quand je dis blanc, c'est vraiment blanc. Et il a juste un peu de cheveux, et c'est très très bizarre, ça fait très faux. Et ça le rend... ça fait cadavérique, clairement. Pour moi, quand je vois ça dans des films, je me dis que le réalisateur, il veut vraiment maintenir son personnage entre un monstre et un humain. Et donc vraiment, comme tu disais tout à l'heure, garder ce sentiment de uncanny. C'est exactement ce sentiment qu'on a quand, par exemple, on regarde des robots qui sont en train de nous parler, mais qui essayent de faire en sorte que les robots soient humains. Et du coup, on se dit, ah, on reconnaît les traits de l'humain, mais on sait que c'est pas normal. C'est très bizarre. C'est comme quand ChatGPT, il se met à dire genre, wesh frère, je vais trouver la réponse, t'es caté. C'est exactement ça. Donc, tu devrais pas parler comme ça, mais tu parles comme moi, mais pas vraiment. C'est ça. C'est exactement ça. T'es en mode, ouais, t'essayes, mais ça marche pas du tout. Et donc là, le réalisateur, c'est vraiment... ce sont vraiment des représentations qui sont validistes, parce que ni la mise en scène, ni la réaction des personnages ne vont normaliser leur existence. Et donc, évidemment, les films d'horreur, c'est particulier. On va dire, normal qu'on va pas normaliser un gars qui tue des gens, surtout qui tue des meufs, on va en parler après. Mais on a souvent cette trope qui va revenir du meurtrier qui a juste un masque et juste il arrive devant les gens et sans faire le moindre mouvement, il y a ces futures victimes qui hurlent déjà d'effroi rien qu'en voyant sa tête. Et donc ça c'est pas normal parce que certes il va les tuer mais elles savent pas encore. Donc il y a vraiment ce truc dans notre tête qui fait le lien entre mec horrible, personne déformée, va me tuer. Et je voulais parler d'un truc aussi important, c'est l'identification aux monstres, donc c'est comme ça que je vais les appeler parce que c'est littéralement comme ça qu'ils sont décrits. Dans la mise en scène du film, il y a plein de plans en vue subjective qui vont être utilisés. Donc certes, ça a déjà été beaucoup débunké avec des approches féministes, en montrant qu'il y a vraiment une sorte de cadre de réception hédoniste, mais c'est super sadique de montrer un tueur en série qui va tuer souvent des jeunes femmes, enfin souvent, même tout le temps des jeunes femmes, et très 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 souvent des femmes nues. Et ils en parlent même dans les films d'horreur. J'ai vu Scream récemment, grâce à ta recommandation Jasmine, et ils arrêtent pas d'en parler, genre c'est quoi les règles du film d'horreur ? Si t'es une fille vierge, tu vas pas être tuée. Mais c'est par Final contre... Girl, ouais. Exactement. Mais par contre, si t'es plus vierge, maintenant tu peux être tuée. Ouais, parce que, évidemment... t'es considérée comme la putain. Désolée du gros mot, mais c'est littéralement ça. C'est vraiment la dualité entre la vierge et la putain. C'est exactement ça. Et donc ce plan de vue subjectif, ça peut aussi montrer que l'on adopte la réaction des autres personnages à la vue du personnage handicapé parce qu'il est monstrueux. Et même dans cette continuité, on peut aussi parler du fait que souvent, il y a toute cette anticipation quant au visage du tueur handi. Tout le film Vendredi 13... c'est vraiment fait comme ça pour que tu te dises quand est-ce qu'on va voir Jason, quand est-ce qu'on va voir sa tête, à quoi il ressemble. Et ça marche aussi avec Blair Witch. Il y a vraiment ce truc dans les films d'horreur de on veut savoir à quoi il ressemble, mais en même temps on risque d'avoir plus peur. Et donc par exemple dans le deuxième opus de Vendredi 13, on va enfin montrer le visage du tueur handi à la fin, même si en soi on l'avait déjà vu. Là c'est vraiment, on le revoit, on le voit bien de près, et il y a vraiment un ralenti et un gros plan pour bien montrer son visage déformé et se dire, oh là là, il faisait vraiment peur. Donc en plus d'être complètement fou, il est vraiment trop bizarre, il est trop moche. Et ça rejoint le côté malsain dont t'as parlé dans les freak shows, où c'est vraiment genre... le sadisme, mais aussi il y a un peu un côté maso aussi, genre on veut avoir peur, exactement. On veut montrer, on veut voir le truc dont on a peur pour être confirmé dans notre mal-être et genre vraiment être ancré dedans et tout ça. Exactement. Et juste aussi une parenthèse sur ça parce que je pense que c'est important, c'est souvent lié à la sexualité et à cette question de désirabilité. Parce que dans Vendredi 13, vraiment ce film je ne l'aime pas du tout, j'ai trouvé ça super glauque. Mais tout le monde est en train d'avoir des rapports sexuels dans le film. Mais tout le temps, et t'as ce truc genre d'hétéronormativité qui revient, et c'est genre, ils sont deux,
il y a un homme et une femme, ils vont faire quoi? Ils vont coucher ensemble. C'est super chiant. Surtout que, pour celles et ceux qui ont vu le film, donc vendredi 13, ça se passe à un camp. Donc en gros, c'est juste pour résumer. À une colo? Oui, Ah. en fait, c'est des futurs animateurs qui s'entraînent. Genre, en fait, ils passent leur BAFA. Mais sauf que le territoire où ils se trouvent, c'est là où le petit Jason est mort il y a quelques années. Et donc, c'est littéralement son territoire, c'est là où il habite. Et il y a des gens qui sont en train de ken partout à droite, à gauche. Mais lui, il s'est toujours fait harceler et il ne vivra malheureusement jamais cette idylle amoureuse. Et donc, en fait, ce que ça montre du film, c'est que il est frustré de voir tout le monde avoir des rapports, sauf lui. Et donc, in fine, les corps invalides ne sont pas désirables. Et puis, d'ailleurs, c'est toujours des femmes qui veulent tuer. Il tue aussi des hommes, mais ce sera beaucoup moins spectaculaire qu'une femme. Sauf dans Vendredi 13 2, où il tue une personne en fauteuil roulant, et c'est un homme. En plus, j'écoutais pas trop le film à ce moment-là. Et d'un seul coup, la femme a dit « Ah, ça fait combien de temps que t'es dans une chaise ?» Et je fais « Oh putain, il est en fauteuil roulant !» Parce qu'en fait, on le montre. J'ai pas vu. Et en fait, je regardais pas trop, mais même le film, il accentue pas trop sur ce point-là. Et donc, en vrai, tant mieux. Genre, juste, c'est bien d'avoir des personnes à mobilité réduite comme ça, sans que ce soit forcément un truc waouh, exceptionnel. Mais juste après, il est mort, du coup, évidemment, puisque il est handicapé. Donc, en général, les personnes qui sont en fauteuil roulant, ça va juste freiner les héros principaux. Ouais. Par exemple, dans Massacre à la tronçonneuse, l'héroïne principale, elle a un frère qui est en fauteuil roulant. Évidemment, il va vite se faire tuer, quoi. Ouais. Ce qui est très dommage. On parlait des fonctions des personnes handicapées dans les histoires. C'est vrai que la sympathie, c'est aussi quelque chose... C'est beaucoup plus récent, ça. Mais la sympathie, c'est quelque chose qui joue beaucoup. Donc, ils vont faire des personnages handicapés très sympathiques, auxquels on s'attache. Ouais, auxquels on s'attache et on ressent de la pitié envers eux. Et comme ça, quand ils meurent, on est triste. Mais ils meurent. En fait, leur but, c'est juste de mourir. Ouais, c'est ça. Ils servent juste à mourir. Ou même, on peut en parler, donc ça marche pour les personnages handicapés, mais aussi les personnages racisés. Très clairement, Oui. déjà, il n'y en a jamais. Ou alors, ce qui m'a choquée en revoyant Freddy, les griffes de la nuit, c'est qu'il y a une première femme qui meurt. Normal, c'est la troupe d'un film d'horreur. Et il y a forcément son petit copain qui va se faire accuser du meurtre de sa copine. Et le petit copain, il va se faire mettre en prison, mais notons que c'est le seul personnage racisé du film. Ce qui fait que c'est super bizarre de voir ça. Tu te dis, putain, ils sont tous blancs, et le seul perso qui part en prison, c'est celui qui est racisé. Waouh. C'est trop glauque. C'est très chaud. Et ça, c'est un raccourci que les gens font depuis très 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 longtemps. Le racisme, c'est pas un concept nouveau. Et ça a beaucoup de rapport avec les figures de l'horreur dont on est en train de parler. Parce que un concept qui s'est beaucoup développé au XVIe siècle, quand on a vraiment commencé à étudier l'anatomie, on a en même temps étudié la physionomie. Donc en premier lieu, ce mot était utilisé pour décrire la science d'étudier le caractère physique extérieur de quelqu'un, donc sa couleur de peau, de cheveux, la taille de ses oreilles, de son crâne, de son nez, de ses mains, de ses jambes et tout, vraiment les caractéristiques extérieures visibles. Et à partir de ça, en faire des déductions, parce qu'il y a eu beaucoup de raccourcis depuis toujours entre ce qu'on voit à l'extérieur, c'est ce qui existe à l'intérieur. Et ça, c'est pas forcément fou pour les personnes handicapées, où ce qui est perçu à l'extérieur est souvent perçu comme quelque chose de négatif. Comme tu l'as dit tout à l'heure, quand les personnages d'un film d'horreur voient le tueur, même s'ils n'ont aucune information sur ses intentions, ils vont se mettre à crier et à courir juste par son apparence physique. Ouais, et c'est exactement par exemple ce qui se passe dans Le Fantôme de l'Opéra. Et donc, littéralement, dans la comédie musicale d'Andrew Lloyd Webber, ils disent « So distorted, deformed, it was hardly a face ». C'était difficilement un visage, tellement il était déformé. Et ça, pareil, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'aime bien faire des rapports avec la littérature, qui est quand même mon truc de base, désolé. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans la mythologie, comme Héphaïstos, on en a parlé un peu tout à l'heure. Et on retrouve aussi dans Shakespeare, dans le personnage de Richard III, où tout son truc, c'est qu'il est déformé, et du coup, c'est forcément le méchant. Donc voilà, un esprit malsain dans un corps malsain. Et donc, quand on parle d'esprit malsain, évidemment, on parle juste de personnes qui vont avoir un fonctionnement cognitif différent. Donc ça peut être de la neurodivergence, ça peut être aussi la psychopathie, même si je vais y revenir parce que c'est très flou. On a aussi beaucoup de films d'horreur sur des personnages qui sont
handicapés et vus comme des antagonistes, sur le cannibalisme. Un jour, je me suis fait avoir. Je me suis dit, tiens, j'ai envie de regarder un film français. Ça fait longtemps que je n'ai pas regardé. Et j'ai tapé sur internet, les meilleurs films d'horreur français récents. Et tiens, Juliette Ducournau, quelle bonne idée! Je venais de m'enfiler un gros burger avec des frites et je me suis dit, tiens, je vais regarder grave. C'était dégueulasse. J'avais des hauts le cœur, j'avais envie de vomir. J'ai pas tenu, j'ai pas regardé la fin du film. Ah, il est trop bien. Il est incroyable ce film, il est super bien. J'imagine, mais je l'ai regardé en famille. En famille, quelle bonne idée. Ouais, dans la famille, y a pas apprécié. Ouais, et pareil, il y a tout ce truc dans le cannibalisme aussi de la famille. Et donc, oui, par exemple, dans tout ce qui est déviance cognitive, si on peut appeler ça comme ça, on a aussi du coup la déviance alimentaire. Donc, tout ce qui est intérieur, ça va se montrer dans le physique, mais aussi dans leur comportement. En tout cas, dans les films d'horreur, bien évidemment. Là, on vient de parler de la famille, et il y a quelque chose qui revient souvent aussi, c'est les troubles qui sont un peu héréditaires, comme si on se passait la malédiction de père en fils, et surtout de mère en fils. Parce que oui, dans plein de films, le fait que le tueur soit un tueur, c'est à cause de sa maman. Donc on revient vraiment... Ah mais vraiment, on revient à un truc freudien que je déteste. Donc par exemple, vendredi 13, spoiler alert, je vous laisse le temps de quitter pour aller voir cette daube si vous avez envie. Dans le premier, en fait, les gens ils se disent « Ah mais en fait, il y a le fantôme de Jason qui hante les lieux, c'est super flippant. Hihi, viens, on va explorer la cabane et après on va les ken. » Et ils se font tuer, mais ils ne se font pas tuer par un homme, c'est par la maman. Et c'est la maman de Jason en fait depuis le début qui veut juste se venger. Donc là, clairement, on voit qu'elle a des gros troubles mentaux. Mais faut savoir aussi qu'elle battait son fils, et que c'est pour ça qu'il a aussi hérédité, du coup, in fine de ses troubles, et que lui aussi, il va se mettre à faire la même chose. Et donc, ce que ça raconte, c'est que du coup, le problème, c'est l'éducation maternelle. C'est super glauque. Et donc, on retrouve la même chose aussi dans Halloween, avec une maman qui a violenté son fils pendant des années, pendant toute son enfance, parce que son fils était un peu différent, mais là ça l'a rendu encore plus différent, parce que du coup, il va tuer toutes les jeunes femmes possibles, qui sont des babysitters. Donc moi j'ai peur. Moi aussi, j'ai peur. Et donc si on essaye de définir un peu de diagnostiquer en fait ces personnages, c'est très compliqué, parce que la psychopathie, c'est un terme super flou. Moi, je me suis toujours dit, mais en fait, je trouve qu'on utilise beaucoup trop rapidement le terme psychopathe. Genre, qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Concrètement, c'est quoi? Et quand j'ai fait des recherches, c'est vraiment un terme fourre-tout. Et ça, du coup, ce qui fait que ça néglige les personnes qui souffrent vraiment d'un trouble de la personnalité et qui cherchent à avoir de l'aide. Parce que, rappelons-le, souvent, les tueurs en série sont des psychopathes, mais tous les psychopathes ne sont pas des tueurs en série. Et donc voilà, il faut quand même faire la distinction entre psychopathe et serial killer. Il y a quand même un gros fossé entre les deux. Même si les seules représentations qu'on a de psychopathes, c'est des serial killers. Exactement. C'est pour ça qu'on fait le rapprochement. Et pareil, je me souviens qu'à l'époque, quand j'avais voulu... Avant que la série parte en cacahuète, donc c'est-à-dire avant la dernière saison, et probablement celle qui va sortir, dans You, moi je me suis toujours dit, mais en fait, il a quoi, Joe Goldberg? Et en fait, on le dit jamais. Et du coup, c'est super flou parce que on sait pas ce qu'il a, on sait juste qu'il est pas normal. Et c'est dommage parce que j'aurais aimé savoir exactement ce qu'il a. Et là, ça rejoint vraiment cette idée qu'on disait tout à l'heure du fait que, implicitement, certaines personnes, quand elles voient Joe Goldberg tuer des gens, stalker des meufs, ils doivent se dire c'est kiffant, il le fait à ma place, c'est lui qui a des problèmes ou pas de problèmes, mais c'est pas moi je suis tranquille. Il y a aussi ce truc bizarre, donc à l'inverse du validisme, c'est de fantasmer sur ces serial killers. Donc You par exemple, heureusement Penn Badgley, du coup l'acteur, il le dit clairement, vous êtes dégoûtant, vous me dégoûtez si vous fantasmez sur Joe Goldberg parce que c'est un gros malade. Et il y a eu les mêmes choses quand la série Shadow and Bone est sortie. Les gens fantasmaient sur le Darkling, qui est un violeur et qui aussi tue plein de gens. Juste parce que c'est Ben Barnes. Oui, juste parce que les gens fantasment sur lui parce que c'est Ben Barnes et qu'il est trop beau. Oui. Et là aussi, pareil, c'est la faute de sa mère. C'est vrai. Mais en fait, il y a beaucoup de choses... là, on a parlé beaucoup de féminisme. En fait, je me rends compte, en parlant des figures de l'horreur, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se recoupent. Bien sûr, il y a beaucoup d'intersectionnalité. Et quand on parle des figures de l'horreur, en fait, c'est... Comme tu l'as dit au début, c'est des figures qui sont marginalisées. Donc, il y a plein de choses qui se retrouvent dedans.
C'est un peu un fourre-tout de tous les trucs marginalisés. Et aussi, il y a ce truc, comme tu as dit, dans You, on veut savoir ce qu'il a, le mec. Parce que le mec, il n'est pas handicapé physiquement, donc on comprend pas et on pense par défaut que du coup, il a un handicap ou une différence mentale. Parce que sinon, pourquoi il tuerait des gens? C'est assez logique. Et ça revient beaucoup, par exemple, pareil dans Scream. Gros spoiler, hein, le tueur, il a pas d'handicap physique et du coup, il y a des gens qui spéculent, pareil, sur c'est quoi son handicap ou sa différence Qu'est-ce qui mentale. va pas chez lui? Qu'est-ce qui va pas chez lui? Moi, je trouve dans Scream, c'est trop intéressant parce que le personnage, il paraît tellement normal et ensuite, il Ouais. paraît tellement pas normal. Enfin, c'est vraiment fascinant. Mais pour moi, genre, je sais même pas si il faut, enfin, entre guillemets, s'il faut forcément avoir un trouble, un Exactement handicap ce que je voulais dire. pour être un tueur, parce que clairement, Scream, c'est full. C'est juste deux mecs blancs qui s'ennuient, quoi. Ouais, et c'est full un féminicide en fait. Oui. Il veut juste tuer la meuf, c'est tout. C'est de la vengeance. Oui, je suis totalement d'accord. Il n'y a pas tout le temps besoin de rationaliser et de dire « Ah, lui, il a tué des gens parce qu'il est autiste ». C'est pas forcément super comme représentation non plus. Et c'est ce que j'aime bien dans Scream, parce que pour moi, le tueur, c'est juste un mec lambda qui tue des gens. Et je trouve ça super de dire que c'est pas forcément parce qu'il est handicapé, parce qu'il est différent, qu'il va être un tueur. Ou plutôt l'inverse, que les tueurs sont pas forcément à cause d'un handicap, à cause... Il n'y a pas forcément de cause. Exactement, il n'y a pas forcément de cause. Et c'est Lui, ce que c'est j'ai aimé le dans mal. Scream. Genre, Scream. Othello. Genre Othello, exactement. Iago dans Othello. Exactement. Une autre ref à Shakespeare. Et donc, voilà, ces personnages handicapés, ils vont semer le chaos dans la norme imposée par la société et ils vont complètement la bousculer, la chambouler. Et donc, en soi, c'est ce que les personnes handy devraient faire pour pouvoir reprendre la place qu'on nous a volée. Bon, je pense qu'il y a d'autres façons de le faire, et c'est pas forcément à des réalisateurs valides de mettre en scène des personnages qui ne sont pas valides, parce que, évidemment, ce sera toujours soit des personnages, comme on l'a dit tout à l'heure, avec le frère dans Massacre à la tronçonneuse, qui vont vite être tués, Oui. soit c'est des personnages, du coup, des antagonistes, des tueurs masqués, soit c'est aussi quelque chose qui vient de plus en plus aujourd'hui, c'est qu'on va partir d'un handicap physique. Donc là, je pense à Sans un bruit, qui est très bon comme film, mais concrètement, en soi, ils font une très bonne représentation de la surdité, parce que c'est littéralement une actrice sourde qui va signer, sauf que je trouve ça assez bizarre, en fait. Genre, pourquoi forcément... Genre, sa surdité, elle a un lien avec l'histoire d'horreur qui va se dérouler avec le monde, parce que le monde, les créatures, elles entendent tout, elles ont une super ouïe, et je suis en mode, ouais, mais pourquoi... C'est cool de faire des films comme ça, mais pourquoi on pourrait pas avoir autre chose comme plus une personne qui va signer, mais juste dans un monde ordinaire à la Vendredi 13, quoi. Et donc pareil, ce qui est important, c'est que, comme on l'a évoqué dans cet épisode, c'est qu'il y a vraiment un aspect sociologique à prendre en compte. Comment est-ce qu'on va digérer ces récits et les appliquer dans la vie réelle ? Parce que concrètement, ces films, ils ont fait beaucoup de mal aux communautés concernées. Je pense par exemple à Split, et lorsqu'on a, entre guillemets, découvert et directement stigmatisé le trouble dissociatif de l'identité, donc TDI. C'est clair que James McAvoy, il est trop fort, il a fait un truc... Il a un jeu énorme et super varié, super complexe. Mais bon, on peut se poser quand même des questions éthiques quant à la représentation du TDI, parce que... Enfin, c'est l'antagoniste du film, et il est vu comme un monstre, littéralement. C'est littéralement un monstre. Ouais. Genre sa 24e, je crois, personnalité, c'est un monstre. C'est la bête, c'est comme ça qu'il s'appelle. Oui. Et je trouve ça trop glauque. Enfin, il y a plein de représentations qu'on pourrait faire du TDI, et forcément, la première, entre guillemets, plus connue, ça va être ce monstre. Et donc, est-ce qu'un jour, on peut espérer avoir des représentations différentes, donc de tueurs, sans avoir cette forme de fétichisation autour du tueur lorsqu'il est beau, par exemple Dahmer sur Netflix. Ouais. Genre, certes, l'acteur de American Horror Story, il est trop cool, mais c'est quand même quelqu'un qui a existé en plus, donc là, c'est d'autant plus glauque. Et est-ce qu'on pourrait avoir des personnages handicapés dans les films d'horreur qui ne sont pas forcément des proies ou des assassins ? Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Nous, on s'est beaucoup amusé à le faire. J'espère que ça vous aura plu aussi. Et on se retrouve pour le reste de cette série sur les figures de l'horreur, où on va se concentrer sur des figures précises comme les loups-garous, les vampires, les sirènes, etc. Salut! En plus, j'avais mis une chaussette Freddy Krueger.